Bonjour, ici Benoît de la librairie Monet. C'est pour les incontournables du mois de janvier dans la littérature étrangère. Donc, on va commencer ce mois-ci avec un gros et très bon et très beau roman de Colm Tóibín, écrivain irlandais, Le Magicien, chez Grasset. Le magicien en question étant Thomas Mann, le grand écrivain qui, bien sûr, prix Nobel, auteur de La Montagne magique, de La mort à Venise. Donc, c'est un roman qui couvre toute la vie de Thomas Mann et qui, cela dit, est raconté par épisodes sur des années très précises, tout au long de sa vie, de son enfance, de sa vie adulte. On va donc avoir droit à ces moments précis de sa vie. Écrivain tout à fait emblématique de l'époque, c'est-à-dire que c'est le monde d'hier, comme l'avait écrit Stefan Zweig, mais qui va enfanter 6 enfants avec sa femme Katia, et donc ces enfants vont, eux, plonger résolument dans le monde moderne, notamment ses enfants Klaus et Erika, ses 2 aînés, qui vont eux-mêmes faire carrière littéraire, être comédiens, dramaturges, et tous les 2 bisexuels et ouvertement bisexuels dans l'Allemagne des années folles des années 20. Alors que Thomas Mann, lui, va résolument, homosexuel, va résolument rester enfermé dans le placard. Et donc, Tóibín raconte cette famille tout à fait particulière, mais toujours, bien sûr, à travers le personnage de Thomas lui-même. Et c'est un homme qui... en fait, c'est un récit qui est vraiment, je dirais, au plus près des émotions, mais que tout ça est évidemment... le livre est criant de non-dit, je dirais. Et donc, tout ça est dans une finesse au niveau des émotions. Il y a aussi, cela dit, beaucoup d'humour à travers tous ces drames. Donc, Thomas Mann, qui est ce grand écrivain qui vit un peu retiré dans les années 20, au sommet de sa gloire, avec le prix Nobel qui lui est attribué en 1929, juste au moment où les nazis vont frôler le pouvoir. Et ses enfants, ses aînés, Klaus et Erika, vont, eux, être tout à fait conscients du danger qui arrive, mais jamais ne pourront vraiment faire comprendre à leur père le désastre qui s'annonce. Et lorsque finalement les nazis vont arriver au pouvoir en 1933, eh bien, il sera déjà trop tard. Thomas et sa famille vont devoir fuir rapidement en Suisse et quelques années plus tard s'exiler de façon définitive aux États-Unis. Donc, c'est tout ce parcours mouvementé, mais aussi au cœur de la création littéraire, puisque à chacune des étapes, on voit que dans la vie de Thomas Mann se présentent des événements qui inspirent ou qui vont provoquer l'écriture de toutes ces grandes œuvres. Donc, un très grand roman, Le Magicien, de Colm Tóibín, aux éditions Grasset. Je parle assez souvent, assez régulièrement d'essais littéraires, 1 ou 2 essais littéraires, mais assez peu de biographies. Mais cette fois-ci, je ne peux pas passer à côté de cette somme qui vient d'apparaître chez Gallimard de Blake Bailey, consacrée à Philip Roth. Une biographie que je n'ai évidemment pas eu le temps de lire au grand complet, mais j'ai lu deux assez longs extraits pour me faire une idée. On parle souvent, vous savez, des biographies à l'américaine ou des biographies à l'européenne, c'est-à-dire que les biographies américaines ont souvent prennent le biais du potin des événements très intimes de la vie des écrivains, en laissant un peu de côté les œuvres. Blake Bailey ici fait les 2, c'est-à-dire que vous saurez vraiment tout de la vie intime et des péripéties de la vie de Philip Roth. Par contre, il laisse une place très importante, évidemment, à l'œuvre. Et c'est là que ça devient aussi, et pour moi surtout, le plus intéressant, c'est, par exemple, dans le long extrait que j'ai pu lire, pour l'apparition de son premier livre, Goodbye Columbus, Roth va se trouver confronté à l'hostilité, si pas à la haine, de sa propre communauté juive de Newark, au New Jersey. Il va être considéré par certains dans les meetings publics où il est invité et carrément pris à partie comme étant un juif antisémite, carrément, ce qui va évidemment beaucoup affecter Roth et va aussi colorer, je pense, une partie de ce qui va venir pour tout le reste de l'œuvre par la suite. Je pense notamment à Opération Shylock dans les années 90. Et puis, un autre aspect, peut-être pas très connu, à part pour peut-être les aficionados de Philip Roth, il a, dans les années 70, pris
la responsabilité, je dirais presque, de faire connaître des écrivains de l'Europe de l'Est aux États-Unis qui sont à peu près inconnus, notamment par exemple Milan Kundera avec qui il va devenir très ami. Donc il a fait tout ce travail de défrichage et de présentation à la population, au lectorat américain de ces écrivains. Donc on voit Philip Roth à travers, je dirais, tous ces faisceaux, certains moins favorables, mais encore une fois, je pense que le livre réussit à ramener le focus sur cette œuvre. On parle des incontournables du mois. Je pense qu'on peut parler ici d'un incontournable de la littérature contemporaine tout court. Donc, Philip Roth de Blake Bailey, chez Gallimard. On va continuer, non pas dans l'essai, mais je dirais dans le récit-essai. Ce sont des livres qui sont assez difficiles à définir ou à placer dans une petite case. Dans un premier temps, on va parler de langue, de la langue française, mais du rapport à la langue et à la création littéraire. D'abord avec Shumona Sina, L'autre nom du bonheur était français, chez Gallimard aussi. Shumona Sina est une jeune... elle est née à Calcutta, pardon, et est donc de culture de langue bengali, et va se passionner de poésie dans son adolescence, va même gagner des prix littéraires comme poète, comme jeune poète, mais à 22 ans, va prendre une décision radicale d'abandonner sa langue pour n'écrire qu'en français, parce qu'elle a l'impression que le français lui donne, dans la situation où elle est, une plus grande liberté d'expression, qu'elle peut s'échapper des carcans qui lui sont imposés comme femme en Inde. Et elle va carrément décider, quelques années plus tard, à 28 ans, de partir pour la France et va se croire, enfin va penser que comme elle est déjà francophile et qu'elle a déjà commencé à écrire en français, qu'elle va donc arriver dans le pays de ses rêves où elle va pouvoir pleinement s'épanouir, mais évidemment elle va assez rapidement déchanter en constatant que même si elle habite, je dirais, le pays du français, de la langue française, il y a une différence entre habiter une langue et habiter un pays. Elle va donc se retrouver confrontée à ce renvoi perpétuel à son statut d'étrangère en France. Elle va donc vivre un peu en porte-à-faux et va constater que finalement, elle va pouvoir continuer de faire son œuvre dans cette langue, même être reconnue comme une grande écrivaine de langue française, puisqu'elle sera candidate ces dernières années à de grands prix littéraires prestigieux comme le prix Renaudot ou le prix des 5 continents, mais continuera bien sûr d'être toujours cette écrivaine, je dirais, à cheval entre son passé d'habitante de l'Inde et son nouveau statut de française, pas tout à fait française aux yeux des Français. Donc, je dirais une plongée dans ce que le français permet, dans ce que la langue permet de devenir. L'autre nom du bonheur était français, de Shumona Sina, aux éditions Gallimard. Et puis, toujours dans ce récit-essai assez difficile à caser, un très beau livre que j'ai lu en partie, que je n'ai pas encore eu le temps de terminer, mais dont je vous parle avec beaucoup d'enthousiasme, je vous dirais, c'est de Justine Augier, Croire sur les pouvoirs de la littérature, chez Actes Sud. Justine Augier est romancière, mais elle a remporté, elle, le prix Renaudot Essai il y a quelques années, dans un livre sur une journaliste syrienne sur son travail de journaliste en Syrie après la Révolution. Et Justine Augier, au moment de la pandémie, au début des débuts du COVID en 2020, comme plusieurs écrivains, s'est dit, et comme nous tous d'ailleurs, parce qu'on s'est tous tournés vers la lecture, c'est la seule chose qu'on pouvait faire à l'époque, donc elle s'est dit, et elle a un peu répondu au dictat de l'époque qui disait, il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel étant pour une écrivaine, de revenir donc à la littérature et de aussi penser à ce que la littérature peut pour nous. Elle a donc joué avec cette idée, et puis au fil des déconfinements, elle a abandonné un peu le projet, et en 2021, à la fin de 2021, sa mère a appris qu'elle souffrait d'une leucémie foudroyante qui l'a fait disparaître en un mois. Et donc, Justine Augier nous raconte cet accompagnement de son frère et elle, de sa mère, qui elle, l'a exposée lorsqu'elle était toute jeune à la littérature.
Et elle a parlé à sa mère de cette idée d'un livre sur la littérature comme permettant l'essentiel, ce que peut la littérature. Et sa mère, au sortir d'un examen très pénible à la Salpêtrière à Paris, va la regarder, lui dire, tu sais, ce projet de livre que tu avais sur les pouvoirs de la littérature, il faut l'écrire. Et c'est tout ce qu'elle va dire. Et elle va donc s'éteindre à peu près un mois plus tard. Et Justine Augier, dans la foulée, va donc se lancer dans l'écriture de ce livre, de ce court essai, magnifiquement écrit, et qui est de ce type de livre, vous savez, qui est plein de citations d'auteurs qui nous donnent envie de lire ces livres-là. Elle a ce talent d'avoir non seulement son propre style d'écriture, mais d'être capable d'intégrer de longs passages d'extraits de livres qui, les uns après les autres, lui permettent d'examiner ou de creuser son sujet, c'est-à-dire sur les pouvoirs de la littérature. Mais on prend des notes parce qu'on se dit qu'on va y retourner, qu'on va lire ces livres dont elle nous parle. Donc, je dirais que ce livre, avec celui de Signa et peut-être aussi avec le livre de Mathieu Bellil, paru il y a quelques mois ici, Ce qui meurt en nous, ou alors le livre de Delphine Horviller, Vivre avec nos morts. Ce sont des livres qui sont parus dans l'après-Covid, mais qui, plutôt que de nous parler du Covid, plutôt que de parler sur le Covid, sont écrits à partir de cette expérience que nous avons tous eue en commun. Et ce sont, à mon sens, des livres beaucoup plus intéressants parce qu'ils ouvrent des portes vers autre chose. Ça n'est pas ça ne ressasse pas l'expérience COVID, mais ça en traite et par un biais littéraire. Donc, d'ailleurs, Delphine Horviller parlait de Vivre avec nos morts. Justine Augier commence son livre en disant qu'elle parle aux fantômes. Donc, on est, je dirais, vraiment dans une même contrée, là. Donc, c'est tout à fait passionnant. Justine Augier, Croire sur les pouvoirs de la littérature chez Actes Sud. On va continuer de parler de la langue, forcément parce qu'on parle de Patrick Chamoiseau, son nouveau livre, Le vent du Nord dans les fougères glacées, aux éditions du Seuil, avec en sous-titre, ou en tout cas sur le bandeau, Le roman du dernier conteur. Chamoiseau avait annoncé il y a une dizaine d'années qu'il renonçait, enfin qu'il arrêtait d'écrire des romans et qu'il écrirait plutôt ce qu'il appelle des organismes, attendez un petit peu que je ne me trompe, des organismes narratifs. Cela dit, comme le livre s'annonce comme un roman, je pense qu'on peut dire que Chamoiseau a tout simplement repris le genre romanesque. C'est une histoire, bon, c'est comme toujours chez Chamoiseau, c'est la profusion, ça part un peu dans tous les sens, c'est un conteur, et donc il y a plein de digressions, d'histoires sur les côtés du récit principal qui est celui-ci. Donc, le grand conteur d'une communauté a disparu dans le nord du pays, qui officiait dans les soirées funéraires. Il a disparu donc et cinq hommes vont décider de partir à sa recherche pour tenter évidemment de le retrouver et surtout de se faire désigner comme héritier pour obtenir de lui, je dirais, un passage du flambeau et surtout de savoir que cette transmission se fasse dans les dons, dans la façon de raconter pour que la tradition puisse, pour que les récits du passé puissent être transmis aux générations suivantes. Et Chamoiseau dit en entrevue que, par exemple, les parents aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à se projeter 30 ou 40 ans dans le futur, ont de la difficulté à imaginer ce que sera la vie de leurs enfants. Mais si par ailleurs les conteurs qui dans la tradition en Martinique disparaissent à leur tour sans avoir transmis à qui que ce soit la possibilité de transmettre les récits oraux transmis de génération en génération via ce conteur qui est dépositaire de tout ce savoir, où en est-on sur la transmission? Qu'est-ce qu'on transmet vraiment à ce moment-là? Et je trouve que c'est une question qui semble, certains vont dire oui, mais c'est très local aux récits oraux et au rôle du conteur. Je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui nous parle à nous tous présentement, parce qu'il y a vraiment ce problème de la transmission qui, je pense, nous touche tous à l'époque du numérique. Et dans ce rapport à la langue aussi, il y a un très court passage qui me semble être un peu en discussion avec les livres dont je vous ai parlé précédemment. Lorsqu'il dit « C'est peut-être tout le monde, chacun avec ses mots,
chacun avec sa langue, qui déjà n'est pas la langue de France, sans être pour autant notre vieille langue créole. Chacun ici charroie son propre créole, sa langue dans ses langages, car notre langue n'est pas une langue commune, c'est une langue partagée. Donc, je trouve que c'est vraiment un point de réflexion majeur dans un livre donc plein d'histoires, Le vent du Nord dans les fougères glacées de Patrick Chamoiseau aux éditions du Seuil. On s'en va en Afrique avec un premier roman qui a obtenu des critiques, mais vraiment dithyrambiques. C'est toujours au Seuil, c'est de Namwali Serpel. Ça s'appelle Mustique, une odyssée en Zambie. Donc, c'est un livre, oui, assez ambitieux, dirons-nous, et assez difficile à résumer. Je vais quand même tenter de le faire. C'est un livre divisé en 3 sections, donc ça se passe en Zambie. Et c'est sur une centaine d'années, donc évidemment de l'époque coloniale jusqu'à après l'indépendance et même un peu dans le futur. Il y aura donc 3 époques, avec à chaque époque 3 personnages principaux, une famille blanche, une famille noire et une famille interraciale. Et tout le long du roman, il y aura un personnage d'une femme blanche, donc, qui est la championne de tennis devenue aveugle, qui va tomber amoureuse d'un noir, mais qui ne sait pas qu'il est noir. Et lorsqu'elle va l'apprendre, c'est avec sa famille qu'elle va l'apprendre, qui va la mettre au banc, qui va la renier, littéralement, et elle va donc décider de suivre l'homme de sa vie en Afrique. Et à partir de là, le roman s'ouvre sur ces 3 clans, qui vont bien sûr avoir tous des histoires en commun. Et au niveau du narratif, il y a aussi intercalé un peu partout dans le roman un chœur, presque un chœur grec, qui intervient dans le cœur du récit, dont on va rapidement apprendre que c'est un chœur de moustiques qui s'exprime et qui donc les moustiques, qui va finir par prendre une signification très précise dans la 3e partie du livre, qui elle se passe, comme je le disais, dans un futur plus ou moins rapproché. Et donc, ça a l'air tout ça très technique, mais en fait, on dit que les récits sont magnifiquement entrecroisés. On a parlé dans les critiques que j'ai lues avec des références à Garcia Marquez, le réalisme magique, évidemment, avec cette présence d'un chœur de moustique, mais aussi à Toni Morrison. Et j'ai vu un papier de Salman Rushdie dans le New York Times qui lui aussi disait que c'était là l'arrivée d'une très grande écrivaine dans le paysage. Donc, Namwali Serpel, une découverte aux éditions du Seuil, Mustique. Cette fois-ci, un tout petit livre, on change de registre. C'est de Eduardo Sangarcia, écrivain mexicain qui s'est intéressé au procès pour sorcellerie en Bavière dans le village de Würzburg. Voilà, Würzburg. Et Anna, le personnage principal du livre, est donc une jeune femme nouvellement mariée qui vient s'installer dans ce village avec son mari. C'est donc une femme de l'extérieur, une rousse, qui, donc très belle dans ce petit village, va s'attirer les affres, les soupçons et la médisance des villageois, notamment d'une femme qui va l'accuser, qui va même aller jusqu'à l'accuser de la sécheresse ambiante. Elle va donc être soupçonnée de sorcellerie, va être kidnappée sur l'ordre d'un évêque de la région, amenée donc en prison, questionnée par l'inquisiteur, torturée, va refuser d'admettre quoi que ce soit. Son père et le curé du village vont tout faire pour essayer de la sauver, mais n'y arriveront pas. Donc, c'est pas un punch que je vous vends. On sait dès le départ que c'est ce qui va se passer. Je dirais que c'est un thème qui est très à la mode présentement, les sorcières. Donc, on peut se dire que peut-être on n'a pas vraiment beaucoup de choses nouvelles à apprendre dans ce roman. Ce qui en fait la spécificité, c'est le style. C'est donc la façon dont Sangarcia a écrit son livre, son procédé narratif est tout à fait singulier. Tous ces personnages, en fait les quelques personnages dont je viens de vous parler, sont tous intercalés dans la narration et parfois il y a même, jusque dans la pagination, vous avez d'un côté
d'un côté de la page, les propos de l'inquisiteur qui pose des questions, qui donc déroule le fil de ses accusations, et dans la page dans la colonne de droite, vous avez au même moment, en même temps, les pensées d'Anna pendant que se déroule le fil. Donc on lit, je dirais presque en parallèle cette scène, et ça crée évidemment un effet tout à fait particulier. Donc je dirais que encore une fois, le thème n'est pas neuf, il est très, je dirais, dans l'air du temps, mais le roman, lui, est tout à fait singulier. C'est donc de Eduardo Sangarcia. Anna Thalberg, c'est publié à la Peuplade. Le nouveau roman du double Booker Prize Colson Whitehead, Harlem Shuffle aux éditions Albin Michel. Le début d'une trilogie par l'auteur de Underground Railroad et Nickel Boys. Cette fois-ci, il a décidé de se lancer dans une saga qui va raconter donc ce quartier de New York du début des années, à partir de 1959-1960, jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000. Donc, en 30 ans, dans une trentaine d'années, Harlem va être le symbole, évidemment, de l'oppression des Noirs aux États-Unis, de la très grande pauvreté dans laquelle ils sont tenus, jusqu'à l'arrivée de la gentrification totale du quartier au début des années 2000, qui va complètement changer le décor. Et dans celui-ci, Harlem Shuffle, Colson Whitehead raconte tout ça à travers le prisme du récit de Ray, qui est un vendeur de meubles, qui a un cousin qui a le don de l'embarquer dans toutes sortes d'histoires pas très légales, et Ray ne peut rien lui refuser. Donc le roman est une suite de ses aventures, parfois assez humoristiques. On dit de ce livre que c'est aussi un hommage à Chester Himes, qui est évidemment l'auteur de romans noirs, La Reine des Pommes, entre autres. Et donc, Whitehead a décidé de se faire plaisir dans ce récit, qui ne peut pas vraiment être classé comme un roman policier, mais plutôt comme un hommage à ce type de polar. Et donc, Harlem Shuffle est ce premier volume d'une trilogie aux éditions Albin Michel. Un autre gros roman de Fernando Aramburu, Les Oiseaux de passage, aux éditions Actes Sud. Aramburu a remporté un très très grand succès il y a 3 ou 4 ans, avec un roman qui était consacré au séparatisme basque, au mouvement terroriste, qui s'appelait Patria, donc grand succès. Et il revient avec un roman dans une tonalité tout à fait différente. L'histoire d'un homme, prof de philo, tout à fait désenchanté, Tony, qui est divorcé, déteste profondément sa femme, son ex-femme. On peut même dire qu'il est un peu beaucoup misogyne, déçu de son ado qui se fait tatouer des croix gammées dans le dos sans savoir la signification du symbole. Bon, dans ce cas-là, je pense qu'on peut peut-être comprendre son désenchantement. Et il ne trouve plus aucun intérêt à sa vie et décide donc de mettre fin à ses jours, mais se donne une année pour le faire et se donne le projet, dans l'année qui vient, de tenir au quotidien, le journal, de ce dont cette année sera faite. Et donc, c'est un genre de roman, j'en ai lu quelques pages pour voir la tonalité. On a parlé ici et là dans les critiques de Houellebecq. Je ne pense pas qu'Aramburu puisse être politiquement classé du côté de Houellebecq, mais il partage très certainement avec lui ce désenchantement des temps modernes, mais il y a, à mon sens, en tout cas, un humour rageur, je dirais, que je ne trouve pas du tout personnellement dans les romans de Houellebecq, donc tonalité vraiment différente, et roman donc qui a obtenu, comme je vous dis, de très bonnes critiques aussi. Donc, Les Oiseaux de passage de Fernando Aramburu aux éditions Actes Sud. Et je vais terminer sur un roman de Jonathan Coe, qui l'an dernier, ou il y a 2 ans, avait fait un pas de côté, je dirais, dans sa production, avec un très beau roman, très léger, très amusant, sur le cinéma, M. Wilder et moi, qui vient de paraître en livre de poche, qui faisait suite, lui, à un roman beaucoup plus sérieux, enfin sérieux, il y a toujours de l'humour chez Jonathan Coe, mais un roman qu'il consacrait au Brexit, qui s'appelait Le cœur de l'Angleterre, si je me souviens bien.
Et il reprend un peu là où il avait laissé avec le cœur de l'Angleterre, c'est que il va refaire cette fois-ci un genre de parcours de l'histoire anglaise là, avec ce qui s'appelle le Royaume des Unis, donc chez Gallimard. Euh, avec ce livre, il fait un genre de fresque de l'Angleterre contemporaine, donc à partir de 1945, mais à travers l'établissement d'une chocolaterie bien connue par nous ici au Québec, Cadbury, qui donc ouvre cette usine dans une petite ville près de Birmingham en 1947. Et à travers le destin de deux jeunes enfants dont les pères travaillent à la chocolaterie, donc comment s'appelle-t-il donc déjà Mary et Jeffrey. Mary et Jeffrey donc vont se connaître enfants, vont toujours rester ensemble, vont se fiancer au moment du couronnement de la reine Élisabeth, et on va donc les suivre jusqu'au confinement, jusqu'au COVID, dans ce portrait de ce royaume désuni, enfin d'un royaume qui deviendra désuni au fil des décennies et qui va donc aboutir au Brexit et au COVID. Et Eco, dans sa façon habituelle, ne va pas s'en tenir uniquement, bien sûr, à ces deux personnages, mais va aussi faire des apartés, par exemple, sur le chocolat, puisqu'il est question de Cadbury. Il va expliquer, je dirais, cette difficile union entre l'Angleterre et l'Europe par le chocolat, puisque les Européens vont considérer que le chocolat produit en Angleterre, notamment par Cadbury, n'a rien à voir avec le chocolat, puisque le chocolat n'arrive même pas premier dans les produits de fabrication. Donc, il y aura cette incompréhension, je dirais, culturelle, même à ce niveau. Donc, cette façon humoristique que Coe a de présenter les choses. Donc, on va retrouver, pour ceux qui l'aiment, le Jonathan Coe des grands romans Testament à l'anglaise, donc le cœur de l'Angleterre, et cette fois, le Royaume des Unis, chez Gallimard. Voilà donc qui met fin aux incontournables du mois de janvier. Je vous reviens le mois prochain. Merci à vous.